c'est le retour à un regard innocent, à l'innocence. Quelquefois, c'est intéressant aussi de se désencombrer. Et l'idée, c'est de retrouver un regard qui n'est pas encore préparé. C'est un peu le regard de l'enfant. Vous savez, c'est le regard qu'on a un peu oublié sans doute, mais qu'on retrouve quelquefois à travers justement le fait d'observer un enfant qui regarde le monde avec des grands yeux grands ouverts, avec l'impression que tout est magique, que tout est magnifique. Ce regard innocent, on le perd pour plein de raisons, et je voulais vous parler à travers ça de ce qu'on appelle le cerveau prédictif. Et ça, c'est une donnée qui me semble assez intéressante quand on veut comprendre comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne du coup, comment nous fonctionnons. C'est que notre cerveau, contrairement à ce qu'on pourrait penser habituellement, c'est un organe qui fait des prédictions. La plupart du temps, vous avez, quand votre cerveau fonctionne, quelque chose qu'on pourrait imaginer être dans la réaction. Par exemple, il m'arrive quelque chose, et quand il m'arrive quelque chose, je réagis. Et mon cerveau m'amène la bonne réaction. Je dis mon cerveau parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser si on ne prend pas le temps de regarder ça, nos réactions sont beaucoup plus des automatismes que des choses décidées en conscience. Une immense majorité de nos réactions sont totalement automatisées. Par exemple, on m'envoie quelque chose, je l'attrape et je n'y réfléchis pas. C'est trop rapide de toute façon pour que j'y réfléchisse. Mais surtout, dans la vie de tous les jours, quand on me parle, je réponds, eh bien, il y a beaucoup d'automatisme dans la réponse. On n'a pas le temps de passer par j'entends, j'écoute, je réfléchis et je réponds. On pourrait le faire, mais c'est pas ce qu'on fait dans la plupart du temps, en tout cas. Et notre cerveau, en fait, n'est donc pas juste un organe qui réagit, c'est un organe qui anticipe. On dit que c'est un organe prédictif parce qu'en fait, il emmagasine plein d'informations pour pouvoir répondre de manière automatique à peu près toutes les situations qui arrivent. Ce qui est une fonction très utile, évidemment, c'est même une fonction qui va nous permettre de grandir et d'apprendre plein de choses, mais en même temps, c'est une fonction qui est aussi limitante, parce que le fait que notre cerveau soit toujours en train de faire des prédictions nous enferme dans ces prédictions. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le réel, mais on voit ce qu'on s'attend à voir, ce qu'on croit du réel, et quelque part ce qu'on a appris du réel. Alors c'est ce qui fait notamment que changer un point de vue n'est pas une chose si facile que ça pour un adulte. C'est ce qui fait que parfois on ne voit même plus les choses qui changent ou qui bougent autour de nous. C'est pour ça que le changement est difficile à accepter. Il est même difficile à envisager, je dirais. Parce que on a tendance à penser que les choses devraient rester telles qu'elles sont, puisque notre cerveau, quelque part, est habitué à les traiter telles qu'elles sont. Donc le fait que notre cerveau soit un organe prédictif fait qu'on est un peu enfermé dans des a priori, dans des croyances, dans des choses qui sont un petit peu formatées. Et l'idée, c'est quelquefois de se désencombrer un petit peu de ça. Encore une fois, il n'y a pas tout à jeter par rapport à ça, parce que c'est utile. Hein. Ça nous permet quand même de fonctionner assez bien, ce fonctionnement-là, et c'est pas pour rien que notre évolution a mis ça en place. Mais il peut nous manquer quelquefois le retour à un regard premier, à un regard neutre. Regarder les autres, regarder le réel, regarder ce qui est autour de nous, comme si on le découvrait pour la première fois. What's the telegraph road?
non seulement c'est extrêmement agréable à vivre, parce qu'on a l'impression de retrouver cette innocence, mais en plus parfois, il arrive qu'en faisant ça, on se reconnecte aussi à des possibilités nouvelles. On redécouvre vraiment les gens qui sont autour de nous. On se pose des questions qu'on ne se posait plus, ou on se pose des questions qu'on n'aurait pas eu la place de se poser, et on vit un peu les choses différemment. Et je vous proposais qu'on commence à faire un voyage ensemble. Commencez avec les yeux fermés ou en fixant un point à prendre quelques bonnes respirations. Et puis tout doucement, en vous connectant à votre respiration et en vous connectant au rythme de la voix, vous allez avoir la sensation d'être très en contact avec vous-même, avec votre corps. Ça commence souvent par le corps, l'hypnose. Parfois les gens pensent qu'il faut se concentrer, qu'il faut comprendre. Et en fait, c'est pas du tout ça la proposition de l'hypnose, c'est juste de nous reconnecter avec nous-mêmes. Vous fixez un point, vous avez les yeux fermés, vous êtes connecté à votre corps et c'est comme si vous cherchiez à découvrir toutes les sensations qui existent à cet instant à l'intérieur de vous-même. Toutes les sensations qui vous parviennent, toutes les sensations qui existent dans cet univers corporel. Prenez le temps de les ressentir, prenez le temps de les écouter. Prenez le temps de les percevoir, ces sensations-là. Et percevez que chaque sensation a tendance à évoluer. Aucune sensation n'est véritablement stable à l'intérieur de nous. Des choses aussi basiques que la respiration sont différentes à chaque mouvement. Puis les sensations de notre corps bougent, évoluent, certaines deviennent plus fortes, d'autres s'atténuent. C'est en mouvement, c'est comme observer l'océan avec tous ses mouvements à la surface, ces vagues qui circulent, ces courants. On pourrait observer notre corps quand on observe un océan, on pourrait observer notre corps quand on observe un paysage avec tous les mouvements qui peuvent exister dans un paysage, quand le vent vient faire bouger des branches, quand il y a du passage, quand il y a des mouvements, quand il y a de la vie. Et percevoir toute cette vie à l'intérieur de vous. Imaginez les organes en travail, le sang qui circule. Imaginez votre système immunitaire qui agit, votre digestion peut-être. Imaginez tout ce qui fait que votre corps est tout le temps en mouvement, tout le temps en vie. Qu'à n'importe quel instant, ce sont des milliers d'actions, de micro-actions qui sont décidées, entreprises, menées, terminées, sans même que vous en ayez conscience. Tout ça est totalement automatisé. Votre corps a toujours su faire ça, il a toujours su le faire de manière très convenable. Et vous n'avez jamais eu besoin de vous en soucier. Et que vous compreniez comment marche votre cœur ou non, ça ne change rien sur le battement de votre cœur. Que vous compreniez à quoi sert chaque organe ne change rien sur le fonctionnement de ces organes. Savoir ou ne pas savoir n'a aucune incidence sur le fonctionnement de votre corps. Votre conscience a quasiment aucune incidence sur votre corps. Vous pourriez décider de conscientiser quelque chose, mais la plupart des gens qui conscientisent leur respiration respirent un peu moins bien que ceux qui laissent leur respiration se faire toute seule. La plupart du temps, notre part inconsciente fait extrêmement bien ce qu'elle a à faire. Et on peut s'émerveiller de ça. Et en même temps que vous prenez conscience de ça, c'est comme si vous pouviez commencer à remonter aussi l'histoire de ce corps, de votre corps. Et votre histoire à vous par la même occasion. Pas seulement l'histoire dans les faits, mais juste l'histoire de sa progression, de son apprentissage à ce corps. C'est comme si vous alliez en arrière pour remonter dans le temps et que vous reveniez vers ce qui existe avant certains savoirs, avant certaines connaissances. On ne va pas aller vers des événements. On ne va pas aller vers des moments de vie. On va juste aller vers une partie de vous-même qui peut se souvenir, qui peut se rappeler de ce qui existe avant certains apprentissages, avant certaines expériences, avant que tout soit automatisé, routinier, figé.
vous remontez le temps, vous remontez dans l'échelle de votre vie. Vous remontez de plus en plus loin comme s'il y avait un âge très ancien qui vous appelait. Ça peut être un moment précis, mais ça peut être aussi un moment un peu plus vague. Un âge ancien, un âge précoce. En remontant dans le temps, on passe à travers les années, on passe à travers les époques, on passe à travers les situations, les moments de vie, mais sans s'arrêter, comme si on traversait tout ça à toute allure pour remonter de plus en plus loin dans le temps. Et progressivement, c'est comme si à travers l'adolescence et encore un peu plus loin, on revient vers l'enfance. Et progressivement, ce sont des sensations de l'enfance qui reviennent. La perception du temps qu'on a dans l'enfance est très différente, n'est-ce pas? Et on compte souvent en demi-année plutôt qu'en année. C'est pas la même chose d'avoir 9 ans et demi et 9 ans, et ça tient au fait qu'on a une perception du temps très différente. Et si on remonte encore un peu plus loin dans le temps, le monde semble si vaste et si étrange. Et c'est comme si vous pouviez vous reconnecter à ces sensations-là, des sensations que vous avez vécues, qui ont existé dans votre corps, comme si vous pouviez les réveiller. Le monde est immense. Les adultes sont grands. Il y a tant de choses encore à connaître, tant de choses à savoir. Ce sont des sentiments de curiosité qui reviennent. Ce sont des sentiments de plus en plus anciens qui remontent à la surface. Des découvertes, la découverte d'un goût, la découverte d'une texture, la découverte d'un visage. Des petites bribes comme ça, des petites bribes de découverte, des petites bribes de curiosité satisfaite. Ce sont aussi des émotions très différentes dans l'enfance, et plus on remonte, et plus on va même vers la petite enfance, plus les émotions sont vives quelquefois. Elles montent, elles descendent. Chaque chose devient extrêmement forte. Une simple attirance est démesurée quelquefois. Une petite frustration devient immense. Et de plus en plus, cette sensation du monde comme un mystère. De l'extérieur comme un mystère. Et une envie de comprendre. Une envie de poser les premières questions les plus importantes. Une envie de questionner ce que peut-être un adulte ne questionnerait plus depuis longtemps, alors que pourtant il pourrait se poser cette question-là. Une envie de regarder les choses comme si on les voyait pour la première fois. Une envie de regarder sa propre vie comme si on la regardait pour la première fois. Retrouver ce regard, retrouver ces questions, retrouver cette voix intérieure de l'enfance. Spontanéité. Innocence. On regarde un visage et on se pose juste une question sur qui est cette personne. On regarde un objet en connaissant à peine sa fonction, peut-être même en cela questionnant. Ça va de plus en plus loin vers cette innocence, vers ce regard premier, quelque chose qui existe avant la construction, quelque chose qui existe avant la pensée. Le mystère, l'émerveillement devant ce mystère, l'appétit de vie, la gourmandise, la sensation que tout est possible, que tout peut s'écrire, pas encore de conditionnement sur ce qu'on est, sur ce qu'on doit être, pas encore d'idées précises de ce qui est attendu ou pas attendu, de ce qu'il faut, de ce qu'il ne faut pas. C'est comme si ça allait au-delà de tout ça. Et tout ça va se caractériser par une sensation que vous allez situer quelque part dans votre corps. La sensation de l'innocence. C'est comme si mentalement, et peut-être même qu'avec l'une de vos mains, vous venez toucher cette partie de votre corps qui ressent cette idée de l'innocence. Comme une perle d'innocence cachée quelque part en vous, à laquelle vous vous connectez. Et je ne sais pas quelle couleur elle a, quelle texture elle a, est-ce qu'elle émet une sonorité? Ça serait quoi la sonorité de l'innocence? Qu'est-ce qu'elle diffuse, cette sensation? Comme si vous pouviez l'effleurer mentalement, sentir sa présence, la sentir tout autour de vous et à l'intérieur de vous en même temps, et jouer avec elle.
Et en tenant cette innocence à l'intérieur de vous, vous allez vous demander qu'est-ce que je veux regarder avec innocence aujourd'hui dans ma vie? Qu'est-ce que je veux regarder comme si c'était la première fois? Qu'est-ce que je veux découvrir ou redécouvrir? Peut-être une personne que vous aimez, peut-être vous-même dans le miroir. Peut-être votre travail, une activité, un livre ou un film. Qu'est-ce que je veux regarder avec innocence aujourd'hui? Et quand vous l'avez, gardez ça à l'intérieur, connectez-vous à ça, ressentez-le, vivez-le. Et vous allez sentir que, toujours connecté à cette perle d'innocence à l'intérieur de vous, vous allez commencer à remonter vers le réel, mais animé de quelque chose qui va continuer, comme une histoire qui commence. Tonight it's gonna freeze. People driving home from the factories. 6 lanes of traffic, 3 lanes moving slow. Ce qui est beau, c'est de dessiner quelquefois même ce qui nous vient après, pour nous y reconnecter. Ou de trouver une œuvre d'art, par exemple, qui nous ramène à ça, ou quelque chose comme ça. Histoire de le conserver. On peut se mettre un petit rituel pour le conserver. Alors, je lis un petit peu les commentaires. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours très doué. Prépares-tu tes séances en amont ou pars-tu spontanément? Je suis très spontané dans ce que je fais là. J'ai un thème. Tu vois, souvent, je me prépare un petit peu à l'avance. Je me lève assez tôt quand je fais les lives, donc le temps de faire un petit peu de sport, de faire un petit déjeuner, de m'étirer, etc. Et puis voilà, je laisse les choses penser, mais il n'y a rien. Voilà, c'est vraiment des associations d'idées qui se font. 3 fois sur 4 en plus, je pars pas du tout sur les idées que j'avais. En fait, là, j'avais une autre idée tout à l'heure en tête et je crois que j'ai simplement oublié. C'était de partir en faisant fixer votre main, en faisant imaginer que votre main redevenait la main d'un enfant. Puis du coup, je l'ai pas fait, tu vois. Donc parfois, j'ai des idées que je suis pas. Donc voilà, ça reste très très spontané. Je pense que dans la petite enfance, il y a de la peur, hein, évidemment, parce que le monde est inconnu, donc ça amène de l'innocence, mais ça amène aussi des peurs, c'est normal. On dit que les enfants n'ont pas peur, mais si, bien sûr. Ils ont des peurs primaires, instinctives. Et puis normalement, la sécurité que les adultes amènent devrait les aider à les dépasser. Mais en fait, la peur n'est pas une chose gênante, je trouve que c'est une chose qui est belle, du moment qu'on la traverse. C'est quelque chose qui nous indique, en fait, un truc à traverser, à comprendre, à résoudre, etc. Et souvent, ce qu'il y a derrière est vraiment très beau, parce qu'en fait, ce qu'il y a derrière la peur, c'est de l'envie, quasiment tout le temps. Je parlais des goûts à un moment donné, j'ai pris cette métaphore des goûts qu'on découvre. Je trouve que c'est une chose qui est très très belle et bon sang, j'essaie de me rentraîner à redécouvrir des goûts.
Je trouve ça assez magnifique. Alors évidemment, je suis un peu moins attiré par les bonbons, peut-être plus aujourd'hui, peut-être par goûter des goûts un peu plus subtils, des goûts qui sont un petit peu plus, un peu différents. Mais je trouve que le goût est assez peu éduqué dans notre civilisation, pas par tout le monde. Et je trouve ça passionnant de revenir vers ça et de redécouvrir, de redétailler les choses. C'est vraiment un apprentissage, je trouve, assez profond et ça nous ramène vers l'innocence, parce que ça nous ramène vers la découverte aussi. Et quand on s'aperçoit qu'il y a des centaines de nuances de goût dedans et que finalement ça correspond à une histoire très ancienne, à un terroir, à tout ça, c'est quelque chose qui peut être très très beau aussi, qui peut être extrêmement hypnotique. C'est une croyance que j'ai, mais c'est que c'est pas la quantité de difficultés qu'on a vécues dans la vie qui altère plus ou moins notre innocence. Il y a des gens qui ont des vies plutôt neutres et qui ont largement perdu leur innocence. Et puis des gens qui ont des vies vraiment extrêmement difficiles et qui pourtant gardent cette innocence-là. Bon, un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est une de mes inspirations, c'était Milton Erickson. Erickson, c'est quelqu'un qui a vécu des souffrances assez énormes dans son corps, qui a failli mourir, qui avait plusieurs handicaps, etc. Mais qui à la fin de sa vie, malgré des souffrances très très fortes, il raconte qu'il était déjà à bout d'énergie après s'être un peu préparé le matin, donc c'était des douleurs très aiguës, etc. Et pourtant, il regardait toujours les gens avec une innocence très très grande. Il avait même cette boutade où il disait quand mes patients viennent me voir et qu'ils voient dans quel état je suis et que j'ai l'air heureux et amusé, eh bien, ils se plaignent pas trop. Et je trouve ça beau, en fait, parce que au final, l'innocence, elle est plutôt liée à notre capacité à nous renouveler. Et peut-être, quelquefois, que les gens qui ont vécu des choses difficiles ont aussi appris une grande capacité à se renouveler. C'est pas impossible aussi, ça, que ça soit aussi... alors, ça veut pas dire qu'il faut vivre ça, mais que ça soit, en tout cas, le côté positif des grandes difficultés de vie, c'est qu'elles nous apprennent à peut-être être plus à l'aise avec l'impermanence, à nous poser des questions qu'une vie plus classique ne nous amènerait pas à poser. Down the telegraph road.